Automne 1705. Le château de Versailles bruissait d'une effervescence particulière ce soir-là. Dans l'aile, éclat inouï de la galerie des glaces, des centaines de courtisans se pressaient, leurs soieries chatoyantes répondant aux ors fastueux des boiseries. Le tintement cristallin des flûtes de champagne se mêlait aux murmures incessants, tandis que des milliers de bougies projetaient des reflets d'encens, créant une symphonie de lumière et de faste qui semblait défier les ombres de l'extérieur. L'air était lourd du parfum entêtant des poudres et des perruques, une odeur de magnificence et d'artifice, qui masquait à peine la tension sous-jacente des intrigues de cour. Chaque geste, chaque regard était une déclaration dans ce théâtre du pouvoir absolu, où la moindre fausse note pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Les rires résonnaient, mais une mélancolie voilée planait, imperceptible pour la plupart, mais omniprésente pour ceux qui savaient lire entre les lignes des apparences. Au milieu de cette opulence étourdissante, une ombre se mouvait avec une discrétion presque forcée. Drapée dans une cape sombre, le capuchon abaissé, elle tentait de se fondre dans la foule chamarrée, de devenir une partie insignifiante de ce tableau vivant. Ses pas étaient mesurés, chaque mouvement calculé pour éviter les regards trop insistants, les curiosités malveillantes qui pouvaient surgir à tout moment dans ces couloirs où les secrets étaient monnaie courante. On la sentait presque retenue, comme si une force invisible la poussait à disparaître, à s'effacer de l'existence même de la cour. Son allure, bien que dissimulée, portait le poids d'une histoire non dite, d'une présence étrangère à la légèreté ambiante. Elle avançait vers un destin inévitable, chaque pas la rapprochant d'une révélation qu'elle redoutait plus que tout, mais qu'elle ne pouvait plus éviter dans cette enceinte où rien ne restait longtemps caché. Un instant d'inattention, un mouvement maladroit dans la cohue, et le capuchon glissa. La lumière impitoyable des chandelles, amplifiée par les miroirs, se posa sur son visage avec une brutalité inouïe. Ce N n'était pas la perfection attendue d'une beauté de cour, mais une mosaïque de cicatrices profondes, des creux et des bosses, les stigmates indélébiles d'une variole implacable. Un silence lourd, presque palpable, tomba sur le petit groupe l'ayant aperçu, un instant suspendu où les rires éteignirent, et les murmures se figèrent. Puis, les chuchotements reprirent, plus insistants, plus cruels que jamais, se répandant comme une traînée de poudre. Le parfum des poudres ne masquait plus l'odeur du désespoir et de l'isolement. Était la princesse Éléonore de Valois-Orléans, et son apparition était un écho tragique, le rappel cruel d'une réalité amère au cœur même de la cour la plus éblouissante d'Europe, une tache sur le tableau parfait du roi Soleil. Le silence, aussi bref fut-il, avait été plus assourdissant que n'importe quel éclat de rire. Dans les secondes qui suivirent la révélation, les chuchotements reprirent, mais cette fois-ci, ils étaient chargés d'une pointe de méchanceté ouverte, d'une curiosité morbide, qui se délectait de cette faille dans la perfection. Les regards glissaient, non plus avec la discrétion habituelle, mais avec une audace nouvelle, s'attardant sur les marques implacables qui labouraient le visage de la princesse. Éléonore sentait le poids de ses jugements muets, chaque œil rivé sur elle, comme un poignard acéré. Elle était devenue, en un instant, l'antithèse de tout ce que Versailles représentait, non pas la beauté cultivée, mais la laideur infligée, non pas la grâce, mais la ruine. Une brèche était ouverte dans le vernis de l'opulence, révélant la cruauté sous-jacente de la cour. Dans la France du roi Soleil, l'apparence N n'était pas une simple coquetterie, elle était une monnaie sociale, une déclaration politique. Pour une princesse, la beauté était une dot implicite, une promesse de lignée et d'alliance fructueuse. Le visage d'O, Éléonore, ravagé par la variole, signait non seulement la fin de ses espérances personnelles, mais aussi une entrave potentielle à l'ambition dynastique de sa famille. Une union avantageuse était désormais impensable, le mariage une chimère. Elle était une anomalie, dans un système où chaque membre de la noblesse avait un rôle à jouer dans le grand échiquier du pouvoir. Son existence, désormais, posait un problème délicat. Comment intégrer une telle imperfection dans le tableau soigneusement orchestré de la cour ? Les lois non écrites de Versailles étaient plus rigides que n'importe quel édit royal. Elles dictaient la tenue, la conversation, et surtout, l'image que chacun devait projeter. L'art de la dissimulation, de la grâce forcée, était la règle d'or. La défiguration d'Éléonore brisait cette règle fondamentale, la rendant instantanément persona non grata, une ombre indésirable dans la lumière éclatante. Les murmures incessants se transformèrent en un verdict silencieux. La princesse était irrémédiablement condamnée à l'isolement social. La cour, impitoyable, ne tolérait pas la faiblesse, encore moins la laideur ostensible. Elle était devenue la preuve vivante que même au sommet de la société, le destin pouvait frapper sans égard pour le rang.
rappelant à tous la fragilité de leur propre splendeur. La duchesse Céleste de Montaigne, dont l'influence à la cour était aussi grande que sa cruauté dissimulée, fut parmi les premières à percevoir l'ampleur du désastre. Pour elle, Éléonore N était plus une nièce à chérir, mais une gêne, une carte mal jouée dans le jeu impitoyable des alliances. Les jours qui suivirent furent marqués par des conciliabules discrets, des regards échangés entre les puissants, et la décision tacite de la faire disparaître de la vue. Le roi Soleil, réputé pour son amour de l'ordre et de la perfection, ne pouvait tolérer une telle tâche dans son tableau vivant. L'exil, même doré, devint la seule issue envisageable pour préserver l'illusion de la grandeur. Éléonore, sans un mot, sans une plainte, commença à sentir le poids de son bannissement imminent. L'exil doré pesait à Éléonore, non seulement par l'isolement forcé, mais par un sentiment persistant d'injustice. Au-delà des murmures de la cour et de la cruauté des regards, une question plus profonde rongeait son esprit. Pourquoi elle ? Pourquoi sa lignée semblait-elle porter un fardeau invisible, une fragilité latente qui, était manifestée si brutalement sur son visage ? Les jours passés loin de Versailles, dans la relative quiétude d'un château de province, avaient aiguisé son intellect, la poussant à chercher des réponses au-delà des explications religieuses ou des simples caprices du destin. Elle confia ses doutes grandissants à sœur Geneviève, sa seule ancre, dans cette mer d'incertitude. La religieuse, avec sa sagesse tranquille et sa mémoire encyclopédique de la famille, fut la première à suggérer d'explorer les annales, un euphémisme pour les archives, comme si la vérité était un mal ancien qu'il fallait déterrer. Ce fut le premier pas, timide et secret, vers une quête de vérité qui allait bouleverser sa compréhension de son propre passé. Elle ne voulait plus se contenter, devait être une victime silencieuse, mais une enquêtrice de son propre destin. Avec une discrétion absolue, sœur Geneviève, aidée d'un clerc de confiance du couvent, commença à éplucher les registres paroissiaux, les contrats de mariage, et les documents notariés de la famille Valois-Orléans. Dans le silence des scriptoriums provinciaux, sous la lumière tamisée des bougies, des parchemins jaunis et des écritures serrées, révélèrent une histoire insoupçonnée, une toile généalogique complexe et troublante. Les noms se répétaient, les branches se rejoignaient de manière étrange, presque obsessionnelle. Des mariages entre cousins germains, puis cousins au second degré, se succédaient sur des générations, comme une chaîne ininterrompue tissée par le temps et les ambitions dynastiques. Éléonore, recevant ces informations fragmentées par des lettres cryptées, ressentit d'abord une confusion, puis une angoisse glaciale. Les dispenses ecclésiastiques, si courantes et si facilement obtenues pour les puissants, semblaient désormais des autorisations à une lente autodestruction, des sceaux de malheur sur chaque union. La pureté du sang tant recherchée commençait à révéler son coup dévastateur. Au-delà des documents officiels, il y avait les mémoires vivantes, les murmures des générations passées. Sœur Geneviève, forte de ses années passées au service de la famille avant de prononcer ses vœux, activa son propre réseau de connaissances. De vieilles servantes aux souvenirs tenaces, d'anciens intendants retirés dans leurs terres, des curés de campagne ayant officié pour les ancêtres d'eux, Éléonore, tous furent sollicités avec tact et prudence. Leurs récits, souvent teintés de superstitions populaires, parlaient de « faiblesse de constitution », se transmettant de père en fils, de « santé délicate », affligeant certaines branches, de « tempérament mélancolique », frappant des membres de la famille sans raison apparente. Des anecdotes sur des enfants morts en bas âge, des mariages sans descendance, des bizarreries que l'on attribuait à la volonté divine, ou à de simples fatalités. Mis bout à bout, ces témoignages oraux, ces légendes familiales, dessinaient un tableau troublant, une lignée marquée par des mots étranges et récurrents, bien au-delà de la variole. Ces informations, combinées au schéma généalogique de plus en plus clair, poussèrent Éléonore à solliciter discrètement l'avis du docteur. Antoine Dubois, le médecin du roi, sous couvert d'une consultation pour ses humeurs et sa mélancolie. Le docteur, homme de science pour son époque, écouta attentivement la princesse évoquer les antécédents familiaux et les maladies récurrentes qui semblaient hanter sa lignée. Sans le vocabulaire de la génétique moderne, il parla de sang vicié, de fragilités héréditaires, qui se transmettaient et s'amplifiaient par des unions trop rapprochées, appauvrissant la vigueur de la descendance. Il décrivit des symptômes que la science du XVIIe siècle ne pouvait expliquer, mais dont l'observation clinique était indéniable. Une lignée affaiblie, portant les stigmates d'une transmission interne, où les maladies semblaient trouver un terreau fertile. Ces mots, prononcés avec une gravité mesurée, firent écho aux découvertes d'Éléonore, renforçant sa conviction d'une cause plus profonde. La vérité, brutale et implacable, commença alors à prendre forme dans l'esprit d'Éléonore. Elle
était pas la seule victime d'une variole aléatoire, ni le simple jouet d'un destin cruel. Elle était l'expression la plus visible d'un héritage lourd, le fruit empoisonné de générations de mariages consanguins, calculés pour préserver le pouvoir et la richesse. Sa défiguration N n'était pas un simple coup du sort, mais la conséquence d'une ambition dynastique aveugle, d'une obsession pour la pureté du sang, qui avait paradoxalement corrompu la lignée. Cette révélation, loin d'apporter la paix, instilla en elle une colère froide, une amertume profonde. Elle était devenue un symbole vivant, non pas de la grandeur de sa famille, mais de sa lente déchéance. La princesse Éléonore, sacrifiée sur l'autel du pouvoir, portait sur son visage la vérité que la cour s'efforçait de cacher, une vérité plus défigurante que la maladie elle-même. Éléonore, désormais armée de cette terrible vérité, comprit que sa quête ne pouvait s'arrêter là. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre son propre malheur, mais de dénoncer un système. Elle décida d'approfondir ses recherches, de chercher des preuves irréfutables au-delà des murmures et des registres paroissiaux. Son premier obstacle fut l'accès aux archives notariales plus anciennes, celles qui scellaient les unions et les partages de biens, souvent conservés dans des dépôts poussiéreux, sous la garde d'officiers scrupuleux ou de clercs méfiants. Les portes des greffes provinciaux, habitués à la discrétion et à la vénération des lignées nobles, se révélèrent moins accueillantes que prévu. On lui opposa la confidentialité des documents, le caractère privé de ses affaires, et surtout, l'incongruité d'une princesse exilée, se mêlant à de telles bassesses administratives. Était la première manifestation d'une bureaucratie étatique, lente et protectrice de l'ordre établi, qui barrait son chemin. La frustration d'Éléonore grandit face à cette inertie calculée. Elle réalisait que l'appareil des États, les institutions mêmes qui avaient béni et enregistré ces mariages incestueux, seraient les premières à défendre l'omerta. La couronne, elle, Église, la noblesse. Tous étaient liés par un pacte silencieux, une complicité historique pour préserver la façade de l'honneur et de la légitimité. Sœur Geneviève, percevant l'impatience et la colère Éléonore, tenta de la tempérer, lui rappelant les dangers de s'opposer à un pouvoir aussi enraciné. « Ma fille, lui dit-elle un soir, les vérités qui dérangent sont souvent celles que l'on enterre le plus profondément. Et ceux qui les exhument risquent de s'ensevelir avec elles. » Ces mots, loin de décourager Éléonore, ne firent que renforcer sa détermination, mais aussi sa conscience de la solitude de son combat. Les discrètes requêtes d'Éléonore finirent par attirer une attention indésirable. Le bailli local, un homme rondouillard et obséquieux, mais foncièrement loyal aux familles nobles de la région, vint lui rendre une visite inopinée. Sous couvert de lui présenter ses respects, il délivra un message voilé, mais sans équivoque. Il évoqua l'importance de préserver la dignité de sa lignée et de ne pas remuer des cendres qui pourraient ternir la réputation de sa famille et, par extension, celle de la province. Les histoires anciennes, insinua-t-il, étaient mieux laissées aux archives où elles ne pouvaient nuire. Était une mise en garde, un rappel brutal que son statut, même déchu, ne la protégeait pas de la censure, mais l'exposait au contraire aux pressions des autorités, désireuses de maintenir l'illusion d'une noblesse irréprochable. Éléonore, assise dans le modeste salon de son exil, sentit les paroles du bailli résonner avec une froideur inattendue. Ce N n'était pas une simple suggestion, mais une injonction déguisée, un écho des puissances qu'elle tentait de défier. La dignité de sa lignée, et les cendres qu'il ne fallait pas remuer N, étaient que des euphémismes pour la dissimulation, pour l'occultation d'une vérité inconfortable. Elle comprit alors que son enquête N n'était pas seulement une affaire privée, mais touchait au fondement même de l'ordre établi, à l'honneur de familles dont le prestige était bâti sur des siècles de secrets bien gardés. Les autorités, même provinciales, se feraient les gardiennes de cette illusion, prêtes à étouffer toute curiosité dérangeante. Le message était clair, elle était seule, et elle, État ne tolérerait pas qu'elle perturbe son sommeil. La princesse réalisa que les voies officielles, celles des greffes et des notaires, lui seraient désormais fermées. L'accès aux documents anciens déjà ardus deviendrait impossible sans l'aval de ceux qui avaient intérêt à ce que les faits demeurent enfouis. Les registres, scrupuleusement tenus, recelaient des secrets que personne N était censé exhumer, surtout pas une femme défigurée et exilée, dont la parole avait perdu tout poids. Elle ne pouvait plus compter sur la simple curiosité intellectuelle. Son approche devait changer. Il lui fallait trouver des chemins détournés, des sources moins conventionnelles, des individus dont la loyauté N n'était pas liée aux puissants, ou dont la soif de savoir l'emporterait sur la prudence. La quête de vérité se transformait en une véritable conspiration silencieuse,
C'est vers les marges de la société savante qu'Éléonore dut alors se tourner, guidée par les conseils avisés de sœur Geneviève. Elle imaginait des érudits isolés, des généalogistes moins reconnus par la cour, peut-être même d'anciens clercs ayant quitté les ordres, ou des collectionneurs de manuscrits qui, par passion, auraient pu conserver des copies ou des extraits de documents obscurs. Elle savait que l'information était un privilège, et que les vérités les plus dérangeantes se cachaient souvent dans les bibliothèques privées ou les collections de ceux qui vivaient en dehors des cercles officiels. Il s'agissait de trouver des esprits libres, des âmes suffisamment audacieuses ou désintéressées pour risquer de l'aider, sans éveiller les soupçons de la duchesse Céleste ou du bailli. Les recherches se précisèrent. Éléonore ne cherchait plus seulement des noms et des dates, mais les clauses spécifiques des contrats de mariage, les montants des dots, les détails des dispenses ecclésiastiques accordées pour les unions consanguines, souvent dissimulées sous des formulations alambiquées. Chaque ligne pouvait receler un indice, une preuve de l'ingénierie dynastique qui avait façonné sa lignée. Elle voulait des correspondances familiales, des testaments, des inventaires après décès, qui pourraient, par un détail anodin, révéler les faiblesses physiques ou mentales récurrentes, les bizarreries que le docteur Dubois avait évoquées. Était un travail de fourmi, une dissection minutieuse du passé, où chaque fragment de papier jauni était une pièce potentielle du puzzle de sa propre souffrance. Chaque porte fermée, chaque mise en garde voilée, loin de la décourager, ne fit qu'attiser la flamme de sa détermination. Éléonore ressentait le poids de cette quête solitaire, la solitude d'une âme qui osait défier les mythes fondateurs de sa propre existence. La colère froide des premiers jours avait laissé place à une résilience farouche. Elle était plus la princesse exilée et honteuse, mais une détective de son propre destin, une archiviste de la vérité. Son visage, bien que marqué, reflétait désormais une force intérieure nouvelle, celle de quelqu'un qui avait trouvé un but au-delà de sa propre douleur. Elle allait déterrer cette vérité, même si elle devait, ce faisant, ébranler les fondations du royaume et de sa propre famille. Dans le silence studieux de son exil, Éléonore, aiguillonnée par sœur Geneviève, orienta ses recherches vers des figures plus marginales de l'érudition. C'est ainsi qu'elle entra en contact, par l'intermédiaire d'un moine copiste retiré, avec M. Thibaut de Vigny, un gentilhomme campagnard dont la passion pour la généalogie des vieilles familles s'accompagnait d'une curiosité pour les bizarreries du sang. Vigny, un homme aux lunettes fines et aux mains tachées d'encre, avait amassé une collection impressionnante de documents privés, de correspondances oubliées et de registres paroissiaux que les grandes maisons n'auraient jamais voulu voir sortir de leurs coffres. Il fut intrigué par la requête de la princesse, percevant en elle non pas une noble curieuse, mais une âme en quête d'une vérité douloureuse. Il accepta de l'aider, non par ambition, mais par amour de l'histoire et de ses détours inattendus. Parmi les trésors poussiéreux de Vigny, un petit carnet relié de cuir usé retint l'attention d'Éléonore. Il s'agissait du journal intime d'un certain maître Jean-Luc Perrin, un médecin de campagne ayant servi la lignée des Valois-Orléans au début du XVIIe siècle. Les entrées, écrites d'une main tremblante mais précise, décrivaient avec une froide objectivité les affections récurrentes frappant la famille. Des faiblesses pulmonaires inexplicables, des humeurs mélancoliques profondes, des malformations légères chez certains nouveau-nés. Et surtout, une fragilité de la peau qui rendait certains membres particulièrement vulnérables aux éruptions cutanées, y compris la variole. Perrin, sans le savoir, décrivait les stigmates de la consanguinité, notant que ces mots étaient plus prononcés chez ceux issus d'unions trop proches, une observation que la science de son temps ne pouvait qu'effleurer. La lecture de ce journal fut pour Éléonore une révélation foudroyante, plus intime et plus dévastatrice que tous les registres généalogiques. Elle y vit non seulement une confirmation de la thèse du docteur Dubois, mais aussi un écho poignant de sa propre souffrance, racontée à travers les générations. Les mots du vieux médecin n'étaient pas des jugements, mais des constats, des témoignages d'une malédiction silencieuse. Le carnet de Perrin n'était pas un simple document historique. Était un miroir tendu vers son propre destin, lui montrant que son visage scarifié était que la manifestation la plus récente et la plus visible d'un mal plus ancien, plus profond, tissé dans le sang de sa famille. La colère fit place à une détermination inébranlable. Elle devait briser ce silence séculaire. Forte de la vérité désormais gravée en elle, Éléonore ne pouvait plus se contenter de l'isolement. Le journal de Perrin n'était pas un simple constat, mais un acte d'accusation silencieux, une carte routière vers l'origine de sa propre infortune. Elle comprit qu'il fallait briser le silence séculaire, non seulement pour elle, mais pour toutes les victimes invisibles, de cette ambition dynastique aveugle. La princesse, jadis timide et résignée,
sentait une force nouvelle l'animer, une détermination farouche à exposer cette vérité au grand jour. Mais comment, sans nommer sa lignée, sans s'exposer directement à la fureur de la cour, faire circuler ces informations dérangeantes? La tâche semblait insurmontable dans un royaume où la censure royale veillait jalousement sur l'image de la noblesse. Elle savait que chaque mot serait un risque, mais le poids de son héritage était devenu insupportable. Avec l'aide de sœur Geneviève, qui malgré ses craintes restait son fidèle soutien, Éléonore chercha une voie détournée. Elles se rapprochèrent d'un petit cercle d'érudits et de philosophes, dont certains étaient connus pour leur critique voilée des mœurs de la cour, et pour leur intérêt pour les nouvelles à la main, ces feuilles volantes qui circulaient sous le manteau. L'idée était de rédiger un mémoire anonyme, un traité sur les conséquences des alliances trop proches, et leurs effets sur la vigueur des lignées nobles, sans mentionner explicitement les Valois-Orléans. Le texte, imprégné des observations du docteur Dubois et du journal de Perrin, parlerait de dégénérescence du sang et de maladies héréditaires, amplifiées par l'obsession de la pureté. Était un pari audacieux, une bouteille jetée à la mer des opinions publiques, espérant qu'elle trouve un rivage fertile. Le mémoire, sous le titre anodin de Considérations sur l'hérédité et la noblesse, commença à circuler discrètement dans les salons parisiens et les cabinets de curiosité. D'abord accueilli avec une curiosité intellectuelle, il ne tarda pas à provoquer un malaise croissant. Les discussions s'enflammèrent sur les causes profondes des maladies qui affligeaient parfois les grandes familles, sur ces enfants chétifs, ces esprits fragiles que l'on attribuait jusque-là aux caprices de Dieu. Sans aucune accusation directe, le texte soulevait des questions troublantes sur la légitimité et la force des lignées bâties sur des mariages endogames. Les murmures se firent plus insistants. Les regards plus interrogateurs. Des noms de famille, y compris celui des Valois-Orléans, commencèrent à être chuchotés en relation avec ces faiblesses du sang, non plus comme une fatalité, mais comme la conséquence d'une pratique délibérée. L'agitation ne tarda pas à atteindre Versailles. La duchesse Céleste de Montaigne, dont les espions étaient partout, fut l'une des premières à saisir la gravité de la situation. Ces considérations n'étaient pas un simple pamphlet philosophique. Elles étaient une attaque insidieuse contre les fondements mêmes de l'aristocratie, une remise en question de la pureté du sang, qui justifiait leur pouvoir. La duchesse sentit le danger immédiat, pour sa propre réputation et celle de sa famille. Des ordres furent donnés pour identifier l'auteur et faire saisir toutes les copies du mémoire. Le roi Soleil lui-même, informé de cette sédition intellectuelle, exprima son déplaisir, mais le venin était déjà inoculé. Les révélations, bien que voilées, avaient créé une fissure dans le mur de l'omerta, et la cour, habituée aux intrigues de palais, se retrouvait confrontée à une menace plus diffuse, celle de l'opinion, même balbutiante. Dans le silence pesant de son exil provincial, l'automne 1708 s'annonçait avec une gravité nouvelle pour la princesse Éléonore. Chaque mot du journal de Maître Perrin, chaque ligne des registres consanguins, résonnait en elle comme un tambour funèbre, non seulement pour son propre sort, mais pour l'avenir de sa lignée. La variole avait défiguré son corps, mais la vérité avait forgé son esprit, le transformant en une arme. Le poids de cette révélation, le secret honteux de sa famille étalé devant elle, ne la laissait plus de repos. Elle ne pouvait plus être une victime silencieuse, une ombre dans les annales. La colère froide des premiers jours avait mué en une détermination d'acier, une conviction inébranlable que cette vérité devait éclater, même si elle devait, ce faisant, se consumer dans les flammes de la cour. C'est dans cette solitude féconde qu'Éléonore, épaulée par la discrétion inestimable de sœur Geneviève, et elle, érudition de Monsieur de Vigny, acheva la rédaction du mémoire anonyme. Intitulé sobrement « Considérations sur l'hérédité et la noblesse », le texte était une dissection clinique des conséquences des alliances trop proches, parlant de dégénérescence du sang et de faiblesse héréditaire, sans jamais nommer explicitement sa propre famille. Chaque phrase était une flèche empoisonnée lancée vers le cœur des conventions aristocratiques. Les copies, manuscrites avec une prudence extrême, commencèrent à circuler dans les cercles éclairés de Paris, passant de main en main, de salon en cabinet de curiosité. Une rébellion silencieuse, mais d'une portée potentiellement dévastatrice, venait d'être enclenchée, défiant l'omerta royale avec la seule force de la raison. L'effet fut d'abord un murmure, puis un frémissement qui gagna peu à peu les consciences. Les érudits débattaient, les philosophes s'interrogeaient, et les familles nobles, d'abord amusées par cette nouvelle curiosité, commencèrent à ressentir un malaise grandissant. Des parallèles étaient tirés, des noms chuchotés, et la théorie abstraite des faiblesses du sang prenait une résonance troublante, avec des réalités bien concrètes. Ces enfants chétifs, ces esprits fragiles,
ces mariages stériles, que l'on avait toujours attribués à la volonté divine. La duchesse Céleste, à Versailles, fut la première à percevoir l'onde de choc, une menace insidieuse qui s'attaquait non plus à une princesse défigurée, mais à la légitimité même de l'ordre établi. Le roi Soleil, informé, perçut le danger d'une telle sédition intellectuelle, mais le ver était déjà dans le fruit. Les considérations sur l'hérédité et la noblesse, bien que farouchement réprimées, avaient semé un doute insidieux dans l'esprit de l'élite française. Le débat, d'abord confiné aux cercles érudits, commença à s'infiltrer dans les discussions privées des familles nobles. L'idée d'une pureté du sang, inaltérable, pilier de leur légitimité et de leur pouvoir, était subrepticement remise en question. Ce N n'était pas une révolution ouverte, mais une lente érosion des certitudes, une fissure dans le miroir parfait que la noblesse tendait à la société. Les questions troublantes sur ces faiblesses, qui affligeaient certaines lignées, ne pouvaient plus être balayées d'un revers de main comme de simples caprices divins. Éléonore, sans le vouloir, avait allumé une mèche, amorçant une prise de conscience qui, des décennies plus tard, contribuerait à une remise en cause plus profonde des privilèges héréditaires. Son sacrifice, silencieux, fut une semence pour l'avenir. Quant à la princesse Éléonore, son destin resta scellé dans l'exil. Jamais elle ne revit Versailles, ni ne connut les honneurs dus à son rang. Pourtant son action, discrète et courageuse, lui assura une forme d'immortalité. Elle devint, pour ceux qui surent lire entre les lignes, le mémorial vivant des conséquences d'une ambition dynastique aveugle. Son visage, jadis source de honte, se transforma en un emblème de vérité, une protestation silencieuse contre l'hypocrisie de la cour. Si aucune loi officielle ne fut promulguée en son nom pour interdire strictement la consanguinité des siècles durant, son histoire contribua à une évolution des mentalités. Les mariages entre cousins, bien que toujours pratiqués, furent progressivement perçus avec une prudence nouvelle, un soupçon de fatalité, une conscience aiguë des risques. La mémoire d'Éléonore, bien que non célébrée publiquement, s'inscrivit dans les profondeurs de l'histoire sociale, un rappel poignant du prix de la pureté du sang. L'histoire d'Éléonore de Valois-Orléans n'est qu'un aperçu des vérités souvent occultées par le faste de l'histoire. Elle nous rappelle que derrière chaque dorure de Versailles, se cachent des destins brisés, des luttes silencieuses, et des quêtes de vérité qui résonnent encore aujourd'hui, bien au-delà des siècles. Sa résilience face à la cruauté des conventions, sa détermination à démasquer une vérité dérangeante, même au péril de sa propre réputation, en font une figure emblématique. Si ce récit de courage et de sacrifice vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir notre travail de mémoire et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires oubliées, ces voix du passé qui éclairent notre présent. Et pour explorer une autre facette des mystères de l'Ancien Régime, nous vous invitons à découvrir notre prochaine enquête, tout aussi captivante et révélatrice des paradoxes de son temps.